Bonjour à tous, bienvenue sur Zone Bourse pour le troisième épisode du baromètre macro avec notre expert, champion du monde en titre, Christophe Barrault. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Alors, politique monétaire, inflation, fiscalité mondiale, défis climatiques, on vous donne les clés pour comprendre les grands enjeux du moment. On commence tout de suite avec l'Europe. La BCE a tenu sa revue stratégique la semaine dernière, le 8 juillet dernier. Qu'en est-il sorti? C'est qu'on va enfin inclure le coût des loyers dans l'indice des prix à l'inflation. Donc ça ne va pas changer énormément de choses, mais c'était une demande qui existait depuis plusieurs années. On estime que ça devrait relever le niveau général de l'inflation de 0,1, 0,2 points. C'est ce que nous ont montré certains indices régionaux, un peu à l'image de ce qu'avait fait l'INSEE pour la France. Donc ça entraînait une légère modification en fait de la cible d'inflation. Avant, l'objectif était d'avoir une inflation aux alentours, mais inférieure à 2%, alors que maintenant on passe à cet objectif de 2%. L'autre point intéressant, c'est sur le fait de pouvoir laisser l'inflation passer au-dessus du seuil de 2% de manière temporaire. Alors bien entendu, ce sera avec l'accord de tous les membres. Il faudra être certain que ce pic d'inflation au-dessus de la cible soit effectivement transitoire. Et le dernier point important, c'est aussi le fait d'inclure un certain nombre de prérogatives dans les décisions de la BCE, et notamment tout ce qui a trait au climat. Alors on ne sait pas exactement comment ça va se matérialiser, mais on peut imaginer qu'il y aura un certain nombre de rachats d'actifs qui seront dédiés à des green bonds, enfin, qui serviront à financer tout un tas de projets dans ce domaine-là, et qui devrait faciliter en fait la transition énergétique à terme. Alors Christophe, outre-Atlantique, les prix à la consommation sont ressortis en hausse de 0,9% en juin par rapport au mois précédent, largement au-dessus des attentes, et il s'agit de la plus forte hausse sur un mois depuis juin 2008. L'inflation sur un an ressort ainsi à 5,4%. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est toujours dans une inflation transitoire ou est-ce qu'on se dirige vers une inflation permanente? Alors on est toujours un peu dans cette dynamique transitoire avec une inflation, si on regarde sur les progressions annuelles, concentrée sur les parties où il y a qui sont liées à la réouverture. Il y a de l'inflation aussi qui est liée à deux phénomènes. Donc, le prix de l'essence qui a nettement monté aussi. Il y a le prix des véhicules existants, le prix des véhicules neufs. Ça, c'est en partie dû à la pénurie sur les semi-conducteurs qu'on a déjà évoqué. Après, là où on en avait déjà parlé tous les deux, mais c'est on commence à avoir un frétillement sur toute la partie liée au loyer, parce qu'on a une progression en rythme mensuel qui était de 0,5 contre 0,3 le mois précédent, et on peut s'attendre à ce que ça reste sur des niveaux relativement élevés les mois prochains pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a la mobilité nationale qui repart. Alors ça, c'est certes une normalisation, mais c'est un phénomène qui va durer, avec tout un tas d'actifs, jeunes actifs qui étaient entre guillemets coincés chez leurs parents, qui vont en fait revenir dans le marché et donc vont avoir besoin de se loger. L'autre point, c'est que ces gens-là font face en fait à une problématique de prix immobilier, puisqu'on a des prix immobiliers qui flambent. On l'a vu dernièrement avec le Case-Shiller, d'autres indices comme CoreLogic, etc. Et donc, on a un niveau de prix immobilier qui joue un peu le rôle de barrière à l'entrée. Si bien que les nouveaux arrivants sur le marché du travail, donc ils ont un salaire, etc., ils peuvent quitter, je dirais, le domicile familial, mais ils vont plutôt être contraints de louer. Il y a un autre phénomène aussi sur le côté loyer, c'est qu'il y a tout un tas de fonds en fait qui commencent à entrer sur le marché immobilier. Donc on a vu des exemples comme celui de BlackRock. Donc ils vont acheter les logements pour les louer derrière. Donc ensuite, ça va peut-être aussi entraîner une hausse un tout petit peu plus rapide. Et après, on a des phénomènes aussi de hausse des salaires dans certains secteurs qui n'en avaient pas connu. Donc on avait vu des hausses de prix, des hausses de salaire avec Amazon, McDonald's, etc. Donc on a déjà quatre phénomènes qui laissent sous-entendre que voilà, le prix des loyers, qui est plutôt une composante de la partie corps de l'inflation, c'est voué à accélérer durant les prochains mois et potentiellement pendant longtemps, parce que les prix immobiliers, ils sont là. S'il n'y a pas de correction sur les prix immobiliers, on aura toujours cette barrière à l'entrée. Et donc, potentiellement, une petite crainte sur ce phénomène qui, à mon avis, est beaucoup moins transitoire que ce qu'on peut voir ailleurs.
Et donc, quel impact, selon toi, sur la politique monétaire aux États-Unis? Alors, sur la politique monétaire, il y avait une interview super intéressante sur ce phénomène-là, des prix immobiliers, de hausse des loyers de Robert Kaplan, qui a été publié ce week-end dans Barron's. Et il disait qu'il était beaucoup moins confortable avec une politique extrêmement accommodante, surtout sur tout ce qui touche à l'immobilier, donc surtout l'immobilier résidentiel. Et donc lui, son idée, c'est de dire, bon ben voilà, sur les rachats de la Fed, donc il y a une partie vraiment dédiée aux Treasury, une partie dédiée aux mortgage-backed securities, il faudrait peut-être arrêter la partie donc, qui est plutôt focalisée sur l'immobilier. Et à mon avis, c'est ce qu'ils seront pas loin de faire, de télégraphier dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Et voilà, mon call, ça reste de dire que sur cette partie-là, la Fed va réduire avant la fin de l'année, puisqu'il n'y a pas forcément d'intérêt en plus sur les taux d'emprunt hypothécaires. On sait très bien que si voilà, la Fed arrête d'acheter cette partie-là, il y aura beaucoup de gens dans le privé qui seront ravis de le faire à leur place. Et tu imagines un impact sur le marché immobilier US en conséquence ou pas particulièrement? Je ne suis pas particulièrement, je pense que s'il y a un décalage donc donc sur la partie des mortgages, ça va être au maximum 25 BP ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas suffisamment significatif pour entraîner un crack ou quoi que ce soit. Ça va freiner la hausse. Après, la difficulté du marché immobilier, généralement, c'est qu'il y a deux manières de le freiner. Soit tu relèves les taux, donc là, implicitement, c'est ce que tu vas faire, mais à Mhm. la marge. Soit tu les relèves par les taux directeurs, mais ça arrivera plus tard, soit tu fais de la régulation. Or, les États-Unis ne sont pas forcément fans de la régulation, ce qui fait qu'il y a quand même une fenêtre de tir relativement large, parce que même si tu t'attends à une hausse des taux directeurs, on va dire au plus tôt fin 2022, bon, on en est encore très loin. Alors, si on s'intéressait un petit peu maintenant au marché chinois, la Banque centrale chinoise a baissé le taux de réserve obligatoire pour ses banques. Elles vont donc pouvoir prêter plus. Quelle incidence, selon toi, sur l'économie du pays? Donc déjà sur l'impact, donc 50 BP de taux de réserve obligatoire, on estime que c'est l'équivalent de 150 milliards de dollars d'injection de liquidité, donc c'est Ouais. pas rien quand même. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient à une période où ça fait à peu près depuis mars, où la Banque centrale chinoise est plutôt beaucoup moins accommodante, voire restrictive sur certains segments, notamment sur tout ce qui est prêt immobilier résidentiel. Bon, ça, elle le reste globalement, mais en termes de liquidité, elle avait plutôt voilà, depuis mars, plutôt pour habitude de tenter de restreindre un petit peu l'activité dans cette, enfin, ce, cet élan monétaire qui avait été faramineux, on va dire janvier, février. Maintenant, pourquoi elle le fait? C'est qu'il y a très clairement un ralentissement. Le ralentissement, je pense qu'il est domestique, parce qu'on a très bien vu ce matin que voilà, la Chine, son gros point fort, c'est sa capacité à tirer parti du commerce mondial. On a des exportations qui étaient en hausse de plus de 30%, 32% si je ne dis pas de bêtises, alors que le consensus s'attendait qu'à 23%. Donc elle tire toujours parti du commerce extérieur, mais sur le plan domestique, on a eu des chiffres pour le mois de juin, par exemple. Sur les ventes de véhicules neufs, on était en repli de 5% en rythme annuel. Alors certes, il y a des effets comme on retrouve un peu partout à cause des semi-conducteurs, l'insuffisance d'offres. Mais on a la même chose en fait sur tout ce qui est vente de smartphones. On était pareil en rythme manuel à une chute, quelque chose en baisse de ouais, 9%. Donc il y a ce phénomène de faiblesse de la consommation en Chine. Et je pense que l'objectif est un peu de relancer tout ça. Alors après, c'est dû à une réouverture qui est peut-être un peu lente. C'est dû à des phénomènes voilà, on va dire de lockdown dans certaines villes parce qu'il y a eu quelques cas. Maintenant, je pense que voilà, l'idée, c'est de dire, on a eu un cycle du crédit qui a connu un ralentissement majeur. Le point bas est potentiellement atteint. Après, ils ont communiqué donc, plus récemment et ils ont dit que voilà, tenter de mettre en place une politique raisonnable. Donc,
peut-être ils ont passé le curseur au milieu alors qu'ils étaient plutôt sur une politique restrictive entre mars et juin. Donc les chiffres du PIB qui seront donc chinois qui seront dévoilés en fin de semaine, tu t'attends à ce que ce soit conforme, légèrement supérieur, inférieur du coup? Généralement, on est sur la Chine, on n'est pas très très loin du consensus quand ça sort, donc c'est quelque chose aux alentours des 8% en rythme annuel, hein, ce qui reste encore honorable. Après, c'est forcément un ralentissement par rapport au T1 parce qu'on a des effets de base nettement moins favorables. Ce qui va être intéressant, c'est plus d'avoir les chiffres mensuels, tout ce qui est vente au détail, justement pour voir si la conso domestique, à quel niveau ça ralentit et surtout sur quel segment on peut avoir un peu plus d'informations. Ils sortent quand ces chiffres? En même temps que le PIB. Si tu veux, tu as le PIB du T2 et après tu as vente au détail, production industrielle et les investissements. Intéressant, merci beaucoup Christophe. Il faudra donc suivre ces chiffres de près. Alors on va parler un petit peu du défi climatique, alors que l'on voit apparaître des dômes de chaleur en Amérique du Nord, au Maroc, en Espagne, avec de nouveaux records de température proches des 50 degrés. Comment, selon toi, les banques centrales intègrent ou devraient intégrer ou intégreront la problématique dans leur politique monétaire? Alors, je pense qu'il y a plusieurs volets à prendre en compte. Il y a déjà le côté fiscal, où on voit que les gouvernements semblent prendre conscience de la chose. Je pense qu'on aura des avancées tout au long de l'année en amont de la COP26 qui se tiendra en novembre. Après, on a déjà potentiels objectifs à très long terme avec 2050 et la neutralité carbone dans quasiment tous les pays développés. Donc, c'est Corée du Sud, États-Unis, Japon, Europe. Maintenant, pour atteindre cet objectif, il faut des investissements ultra massifs et ils passeront forcément par une politique monétaire qui devra être accommodante dans ce secteur-là. Après, sur le comment, techniquement, Mm. il faut identifier déjà quelles sont les entreprises, entre guillemets, qui ont un impact favorable sur le climat. Donc, il va falloir faire une distinction entre les secteurs. Je pense qu'il y a une vraie question sur le nucléaire. Est-ce qu'au final, le nucléaire rentre dans les énergies vertes ou pas du tout? Mm. Maintenant, comment on peut faire? C'est via des rachats d'actifs. Je crois que c'est un peu l'idée de la Banque centrale européenne, c'est un peu l'idée de la Banque centrale du Japon. Donc, de favoriser un petit peu des entreprises qui auront des critères ESG ou autres. Il peut y avoir aussi des prêts préférentiels, donc avec des taux d'intérêt qui soient potentiellement plus faibles pour certains types d'entreprises. Donc globalement, voilà, je pense que ça va tourner autour de ça. Ce qu'on attend de voir, c'est les montants. Est-ce que c'est un prétexte pour en faire plus, justement, ou est-ce que ça va rester déjà dans les enveloppes bien identifiées? Et tu t'imagines des décisions prochaines et rapides ou pas du tout? Ça va mettre des années avant de se mettre en place. Non, de toute façon, ils ne peuvent pas trop attendre hein, s'ils veulent atteindre leurs objectifs qui sont quand même ultra ambitieux et qui ont été révisés vraiment à la hausse. En fait, depuis l'élection de Joe Biden, c'est un peu la surenchère de tout le monde pour savoir qui est le premier à atteindre la neutralité climatique. Sauf que ça nécessite des investissements énormissimes. Donc ça peut se faire si tout le monde est plus ou moins d'accord sur la feuille de route et je pense qu'on aura beaucoup de détails au moment de la COP26 et même y compris d'autres pays, la Chine, qui était pas forcément, qui produit quand même beaucoup d'émissions carbone, etc., s'est dit prête à atteindre cette neutralité aux alentours de 2060. Donc tout le monde est sur le papier, dans les déclarations, tente de jouer le jeu. Maintenant, il faut voir comment ça se matérialise. Est-ce qu'il y a un consensus pour y aller sur un plan monétaire? J'ai vu qu'en Asie, voilà, il y avait l'idée de créer une banque, c'est déjà été créé, je ne sais plus exactement, mais pour potentiellement soutenir tout un tas de projets qui vont dans ce sens-là. Est-ce que voilà, on va étendre ça? Est-ce qu'on va créer des fonds spécifiques? Bon, ça reste ouvert aujourd'hui et c'est surtout le critère de, en fait, débloquer de l'argent, c'est une chose, mais après sur quel support tu l'investis et comment tu vas définir qu'une entreprise est en droit de le recevoir ou pas. Donc ça, c'est encore une fois, c'est l'éternelle question des énergies vertes ou pas du tout. Alors, avant de se quitter, Christophe, la saison des résultats trimestriels s'ouvre aujourd'hui, avec notamment les publications des grandes banques américaines.
Est-ce qu'il y a un secteur en particulier que tu vas suivre, des publications de sociétés que tu attends plus particulièrement? Alors, généralement, ce que je fais, c'est que j'aime bien regarder en globalité. Alors, pas tant les résultats, parce qu'on sait très bien que les résultats, au minimum dans 75% des cas, il ressort au-dessus du consensus. Mais ça va plus être les guidances, voire même les commentaires des différents CEO, et de voir un peu quel est leur focus. Que dès le trimestre précédent, il y a eu vraiment une refocalisation sur l'inflation. Donc à savoir qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui, est-ce que eux aussi pensent que c'est transitoire ou pas. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de regarder l'avis des CEO du S&P plutôt que des économistes ou de la Fed, parce que c'est vraiment quelque chose qui est concret et surtout la capacité en fait des CEO à vouloir passer les hausses de prix ou non. Donc Donc, implicitement, c'est quelle est la dynamique aussi sur la marge et voir un peu comment ils appréhendent l'évolution des différents variants ou du delta. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui les effraie et qui entraîne, par exemple, des ralentissements dans les investissements ou qui vont faire qu'ils stockent un tout petit peu moins. Donc ça, c'est plutôt des points clés. Maintenant, sur la saison des résultats, je regarde les facettes par rapport au T2, l'effet de base, enfin, il est énorme ici. C'est attendu à 64% de hausse par rapport à l'année précédente. Je pense qu'on sera peut-être aux alentours des 70%. Donc la dernière fois qu'on a connu une progression aussi large, c'était T4 2009. Donc ça nous renvoie quand même à une période assez critique. Et ça matérialise aussi un petit peu l'ampleur de la crise. Mais encore une fois, je pense que voilà, les résultats, c'est une chose. Aujourd'hui, on a un niveau, sur des niveaux extrêmement élevés sur le marché. Et ce que les gens veulent voir, c'est voilà, quelle est la guidance. Est-ce qu'elles sont relevées ou pas? Je pense que ce sera vraiment ça le juge de paix. Et ensuite, vraiment, cette dynamique sur l'inflation. Est-ce que ça impacte la marge significativement, ou alors les entreprises sentent qu'elles peuvent passer les hausses de prix. Et là, ce sera un autre problème pour la politique monétaire, mais ça peut être assez déterminant quand même sur le Et, prochain move de la Fed, sachant que Jackson Hole, c'est en août. Donc je pense que ce sera très lu, très regardé en amont. Et pour revenir à ta question de base, surtout les commentaires dans l'immobilier. Donc ce qu'on vont faire les promoteurs immobiliers d'une part, mais aussi toutes les boîtes spécialisées dans la location de biens, parce que généralement, ils te donnent un peu la dynamique des loyers, une dynamique vraiment réelle du marché. donc les boîtes immobilières américaines et sinon les exportatrices ou tu as des noms de sociétés américaines à suivre plus particulièrement? Bah, pas forcément. Après, j'aime bien regarder plus l'ensemble du fret, parce que c'est Le plutôt fret un bon baromètre sur est en pleine l'évolution. forme hein, d'ailleurs. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, il est en pleine forme. Ouais, on continue, ça monte quasiment tous les mois. On a pu voir les indices, tous les indices sont quasiment au plus haut et justement, tout le monde s'attendait à ce que ce soit transitoire, que ça s'arrête plutôt fin du mois de mai. Et or, on est début juillet et ça continue de monter pour des raisons d'offres, mais il y a aussi donc une demande et un commerce mondial qui reste relativement soutenu. Donc voilà, quelle est leur guidance? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que ça se normalise enfin ou alors ça va continuer encore un trimestre ou plus? Je pense que là, c'est peut-être le moment le plus important pour regarder les commentaires des patrons de boîte aux US. Super. Bon, écoute, merci beaucoup pour ces informations, pour ces indications. Euh, à Avec bientôt plaisir. pour un prochain rendez-vous de votre baromètre macro. Merci Christophe.